Dans 2 semaines, l'armée libanaise est censée avoir achevé le démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah. C'est l'un des engagements pris par l'État libanais. Souvenez-vous, au moment où ce cessez-le-feu était annoncé et convenu avec l'État hébreu en novembre 2004. Un peu plus d'un an après, le pays du Cèdre a-t-il tenu ses engagements? Qu'en est-il aussi d'Israël, qui frappait il y a 2 jours encore le sud Liban? Le sujet doit être abordé aujourd'hui à l'Élysée lors d'une réunion organisée à huis clos. De cette séquence, nous n'aurons aucune image. Nous savons seulement que le commandant en chef de l'armée libanaise y prend part. Bonjour Belling Nabli, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'UPEC, chercheur à Sciences Po Paris, auteur de plusieurs ouvrages, dont ce dernier, L'État de droit, qui vient de sortir. On vient de le dire à l'instant, il y a cette réunion qui est convoquée à l'Élysée, dont on sait à peu près pas grand-chose. On connaît évidemment le contexte et on sait qu'il y a cette deadline qui arrive, la fin de l'année 2025, cet engagement qui avait été pris par l'État libanais de désarmer la milice chiite. C'est une semaine importante, cruciale pour le cessez-le-feu, vous diriez aujourd'hui ? Je dirais d'abord pour l'État libanais plus que pour le cessez-le-feu, dans la mesure où le cessez-le-feu en tant que tel revêt une part de fiction, dans la mesure où il est violé assez régulièrement par l'armée israélienne qui, à travers ses frappes, y compris dans la banlieue sud de Beyrouth, viole précisément ce cessez-le-feu et porte atteinte à la souveraineté du Liban. Et donc l'enjeu, il est plutôt du côté de l'État libanais qui, à travers l'objectif du démantèlement des moyens militaires du Hezbollah, tendrait ainsi à se renforcer lui-même, à renforcer son autorité par rapport à une milice qui, en s'imposant précisément à travers sa force militaire, fait concurrence à l'autorité traditionnellement de l'État libanais lui-même. Et donc l'enjeu ici, à travers le démantèlement de l'appareil militaire du Hezbollah, c'est aussi le renforcement de l'autorité de l'État libanais qui se joue. Et cette réunion, le fait qu'elle soit organisée à Paris, alors on va voir dans quelques instants qu'il y a eu toute une série de rencontres, une grosse séquence diplomatique qu'on n'a pas forcément suivie, mais qui a eu le mérite d'exister. Le fait que ça se passe à Paris, cette réunion avec quand même le chef de l'armée libanaise, ça nous dit quoi exactement de la place des Français dans tout cela ? C'est pas fait pour surprendre, dans la mesure où la France, y compris incarnée par le président Macron, tient à continuer à incarner un rôle central dans le destin du Liban. On sait tous que la France a exercé un mandat sur le Liban avant que cette dernière n'existe en tant qu'État indépendant. Et aujourd'hui, il y a cette tradition-là qui est incarnée à travers le rôle qu'essaye de jouer la France dans déjà la négociation du cessez-le-feu et le contrôle de son application. Or, c'est là où le bas blesse. C'est que précisément, la France avait un rôle à jouer dans le fait de faire respecter ce cessez-le-feu et on n'a pas véritablement été en capacité d'être entendu et d'exercer notre autorité eu égard à la violation de ce cessez-le-feu de manière régulière à travers les frappes israéliennes sur le territoire libanais. Et donc, c'est notre crédibilité qui se joue, y compris à l'égard des Libanais eux-mêmes, qui soulignent cette défaillance. Et donc, en essayant de reprendre la main sur le plan diplomatique, en organisant ce type de conférence, il y a encore une fois là l'enjeu qui consiste à essayer d'apparaître comme crédible sur ce dossier. Alors, les Américains sont censés prendre part à cette séquence parisienne. On n'a pas de confirmation de la part de Washington, mais en tout cas, on nous annonce que l'envoyé spécial pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient était censé y prendre part. Toute une série de rendez-vous qui avaient été organisés au niveau européen ces derniers jours. Paris et Washington font pression sur Beyrouth pour accélérer le processus de désarmement du Hezbollah qui doit être achevé au 31 décembre. Ce désarmement est la première phase de l'accord entré en vigueur en novembre 2024, après 2 mois de conflit ouvert entre Israël et la milice chiite. Une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu est également prévue vendredi dans la capitale libanaise. On va faire le point sur cette série de rencontres tout de suite avec Marion Laurie. Regardez. Ce véhicule n'est plus qu'une carcasse calcinée après de nouvelles frappes israéliennes. Israël affirme avoir visé 2 militants, l'un dans le village frontalier d'Adaïsé, l'autre dans le sud de Beyrouth.
Ces frappes interviennent alors que le Liban fait face à une pression diplomatique croissante, notamment de la part des États-Unis, pour désarmer le groupe. Lundi, le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Ekal, a réaffirmé l'engagement des autorités en ce sens lors d'une visite dans le sud du pays. L'Union européenne a, de son côté, salué les mesures déjà engagées. Mais sur le terrain, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024, l'armée israélienne continue de bombarder le Liban. Les Nations unies dénoncent des violations répétées et appellent au respect de l'accord. Il prévoyait un délai de 60 jours pour le repli du Hezbollah au nord du fleuve Litani et pour le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban. Beyrouth a jusqu'à la fin de l'année pour le démantèlement des infrastructures militaires du groupe. Le Hezbollah affirme s'être replié de la zone, mais Israël y maintient toujours 5 positions. Il rejette toujours en revanche de se désarmer. Faites savoir à l'Amérique, puisqu'elle est aux commandes, que nous nous défendrons, même si le ciel nous tombe sur la tête. Nous ne serons pas désarmés pour atteindre l'objectif d'Israël, même si le monde entier s'allie dans sa guerre contre le Liban. Une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu est prévue vendredi à Beyrouth, avec pour objectif d'empêcher une réescalade du conflit. On va aller retrouver tout de suite Serge Barberet, qui est notre correspondant à Beyrouth. Bonjour Serge, la question du désarmement du Hezbollah, elle revient avec insistance. Où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui de ce processus et quelles sont les marges de manœuvre encore de l'État libanais ? Eh bien, vous savez, le dossier du désarmement du Hezbollah est aujourd'hui un des plus sensibles pour l'État libanais. Sur le papier, eh bien, l'armée libanaise s'est engagée à appliquer l'accord de cessez-le-feu en commençant par le démantèlement des infrastructures militaires du Hezbollah au sud du fleuve Litani. C'est ce que les autorités tentent donc de démontrer à la communauté internationale, notamment à travers eh bien, des visites de terrain, des visites organisées pour les diplomates, pour les attachés militaires étrangers en poste à Beyrouth. Mais vous savez, ce processus se heurte toujours à plusieurs réalités. D'abord, le Hezbollah refuse, on vient de l'entendre dans le sujet, eh bien, il refuse toute remise globale de ses armes, qu'il présente notamment comme ces armes comme un outil de dissuasion face à Israël. Surtout que Israël maintient toujours des positions en territoire libanais, ces 5 fameuses collines stratégiques dans la zone frontalière. Ensuite, vous savez, l'armée libanaise, malgré sa volonté affichée, eh bien, elle manque de moyens humains, elle manque de logistique et des moyens financiers aussi pour étendre pleinement son contrôle sur l'ensemble du territoire libanais. Et justement, la réunion prévue à Paris illustre bien, eh bien la volonté du Liban de demander l'aide de la communauté internationale. Beyrouth va donc aujourd'hui plaider pour un soutien renforcé à l'armée libanaise, donc pour consolider le rôle de l'armée qui est appelée à jouer donc un rôle très important dans les prochains mois et comme seul acteur sécuritaire légitime au Liban. Le chef de l'État l'a répété dans son discours d'investiture, eh bien l'État doit détenir le monopole des armes. Mais vous savez, les partenaires occidentaux du Liban attendent encore plus du Liban, des résultats concrets, des résultats plus rapides, surtout sur le terrain, faute de quoi Israël menace eh bien d'intensifier ses frappes, aussi d'élargir son théâtre d'opération au Liban. Certaines sources évoquent fin décembre, donc début janvier comme date butoir. D'autres sources évoquent une extension possible de ce délai grâce à l'intervention du nouvel ambassadeur américain à Beyrouth qui a rencontré les principaux responsables libanais. Eh bien, en tout cas, d'ici là, le Liban joue toujours contre la montre. Serge, restez avec nous parce qu'on va reparler de ce cessez-le-feu qui est fictif, on le disait il y a quelques instants. Ici, Belling Nabli, un mot de ce désarmement et du soutien qui est demandé et attendu de la part des Européens. Quid de ce soutien à l'armée libanaise ? Ce n'est pas de la charité, mais un investissement stratégique dans la stabilité que l'on demande. Ça, c'est le chef de la diplomatie libanaise qui l'a dit à Bruxelles il y a quelques jours à peine. Oui, ça a été bien souligné. Il y a une dimension très concrète qui renvoie aux moyens dont dispose cette armée libanaise, qui est relativement faible. Et cette faiblesse, elle est attestée à la fois
par son incapacité à assurer l'intégrité territoriale du pays et dans sa relative incapacité à réaliser le démantèlement militaire du Hezbollah. Donc il y a une question de moyens et un enjeu autour de cette question et d'une certaine manière, elle renvoie à la responsabilité des Occidentaux, mais aussi de certaines puissances régionales quant à leur volonté de soutenir, de renforcer cette armée. Et donc, il y a une négociation, en gros, entre, d'un côté, une demande d'efficacité à l'endroit de l'armée libanaise et de l'autre, une demande de renforcement des moyens de cette armée libanaise à l'endroit des alliés du Liban, ou en tout cas des puissances qui tentent d'accompagner ce processus. Parce que les Européens, eux, ont annoncé le 10 décembre dernier, donc il y a quelques jours, une enveloppe de 132 millions d'euros au gouvernement libanais pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays. Donc il y a quand même des moyens qui sont mis sur la table. J'aimerais que vous commentiez ces images-là qu'on avait déjà vues dans le reportage il y a quelques instants, mais quand on voit la volonté de l'État libanais de communiquer et d'amener comme ça les ambassadeurs européens sur le terrain, dans le sud Liban quand même, ils quittent Beyrouth, pour leur montrer les tunnels du Hezbollah, de la milice chiite, ça nous dit quoi? Il y a quand même une volonté de communiquer de la bonne foi de l'État libanais? Oui, parce que ça renvoie encore une fois à l'enjeu de la crédibilité. Il y a les partenaires du Liban soulignent souvent à la fois la faiblesse de l'appareil d'État et un déficit de crédibilité, notamment eu égard à la situation au Liban. C'est un État quasi failli sur fond d'une crise économique historique. Et donc, derrière l'enjeu des moyens, il y a aussi l'enjeu de la confiance dans les engagements des autorités libanaises lorsqu'elles, notamment, elles s'engagent à démanteler l'appareil militaire, en tout cas les moyens militaires du Hezbollah. Et donc, il y a cet enjeu qui consiste à essayer d'apparaître comme crédible. Vous direz qu'ils ont gagné en crédibilité pendant cette année? Qu'il a gagné en crédibilité, l'État libanais? En tous les cas, l'armée libanaise a fait montre d'une volonté de réaliser la mission qui lui a été définie, mais avec les moyens... Vous avez du mal à dire le mot confier. Hein. Avec les moyens dont elle dispose. Et donc, c'est ce point de tension entre un objectif assez ambitieux et de l'autre, des moyens assez faibles. J'aimerais qu'on parle de la FINUL. On a aperçu ces petits hommes avec des casques bleus il y a quelques instants qui sont bien connus au Liban. Force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployée dans le sud du pays depuis 1978 et qui doit entamer son retrait au 31 décembre 2026. Retrait qui doit être achevé en 2027. Ça laissera un an. Donc très vite, on va aller sur ce sujet-là. La FINUL qu'on a dit plusieurs reprises un peu inutile. Force est de constater ce qui se passait sans pouvoir vraiment intervenir pendant cette guerre. Comment il a appréhendé ce départ? C'est plutôt un retrait qui traduit d'abord et avant tout espèce de désengagement onusien sous la pression américaine. Parce que le retrait que vous venez de rappeler, il a été acté sur demande de l'administration Trump. Et donc, il y a là d'abord et avant tout une vision des relations internationales qui traduisent bien la personnalité de Donald Trump, qui s'appuie d'abord et avant tout sur son allié stratégique qui est Israël, qui identifie la FINUL à une force quasi ennemie. Il suffit de rappeler que la FINUL n'échappe plus non plus à des tirs. Aux frappes israéliennes. À des frappes israéliennes. Donc le duo israélo-américain associe la FINUL à une force non pas de paix ou d'interposition, mais une force quasi ennemie, et ça a donné lieu à cette décision historique de retrait de la FINUL. Serge, je crois que vous êtes toujours avec nous. Un mot peut-être de ces frappes israéliennes. Il y en a encore eu il y a 2 jours sur le sud, mais aussi à Beyrouth, avec des morts annoncées. Toujours les mêmes arguments, évidemment, mis en avant par l'État hébreu. Ce sont les cibles du Hezbollah toujours actives, qu'on tentait de désactiver. Que cherche aujourd'hui l'État hébreu à travers ces opérations ciblées, selon vous?
Bien, vous savez, ces frappes traduisent réellement une stratégie israélienne de pression militaire constante malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. Vous savez, ces derniers jours, des drones israéliens ont ciblé des véhicules, mais aussi d'autres objectifs dans le sud du Liban et dans d'autres parties du territoire libanais, notamment dans la zone frontalière. Il y a des morts, il y a des blessés. Eh bien, Israël affirme viser des membres du Hezbollah, qui seraient impliqués dans la collecte de renseignements sur Israël ou eh bien, dans des tentatives de reconstruction de l'appareil militaire du Hezbollah. Vous savez, même des tirs d'artillerie sont souvent enregistrés dans la zone frontalière aussi. Des drones survolent quasi quotidiennement le sud du Liban, mais aussi la capitale et la Beka, notamment près de la frontière libano-syrienne, qui est également visée très régulièrement par Israël. Cette présence donc aérienne qui est permanente, on peut le dire, eh bien, participe en quelque sorte à une pression sécuritaire, une pression aussi psychologique, pas seulement sur le Hezbollah, mais aussi sur les Libanais. Vous savez, en général, les Libanais qui s'apprêtent dans les prochains jours à fêter Noël, et c'est une inquiétude ici de vouloir eh bien, fêter tranquillement, paisiblement, et on s'attend aussi à la venue de milliers de Libanais de la diaspora pour fêter avec leur famille. Alors vous savez, donc officiellement, Israël qui justifie ses opérations au Liban en invoquant donc la nécessité d'empêcher le Hezbollah de se réarmer, de se reconstruire et aussi peut-être de réimplanter ses infrastructures militaires dans d'autres régions du Liban. Mais lui, donc le Hezbollah, il reste sur sa ligne donc de retenue malgré les pertes qu'il a subies ces derniers mois, des pertes au niveau de ses cadres de premier plan, mais aussi de deuxième plan aussi. Et il faut le rappeler, le Hezbollah qui se trouve dans un environnement régional plus contraignant qu'avant, avec une Syrie libérée, une Syrie qui n'est plus sous le joug de l'Iran et la frontière libano-syrienne aussi, qui est de plus en plus contrôlée. Et donc c'est plus difficile donc de recevoir des armes à travers cette frontière. Et donc l'État libanais mise aujourd'hui sur les négociations qui sont en cours au sein du comité de surveillance du cessez-le-feu pour mettre un terme aux frappes israéliennes et obtenir le retrait de Tsahal des collines stratégiques de la zone frontalière en territoire libanais. Merci beaucoup Serge Berbier en direct de Beyrouth. Serge qui nous rappelait effectivement la pression psychologique et ça, tous les témoins experts qui viennent par ce plateau et qui se sont rendus à Beyrouth ces derniers mois nous racontent ces drones qu'on entend absolument partout. C'est ça la réalité aujourd'hui du terrain. Ce désarmement de la milice chiite libanaise qui fait partie donc de cet accord du cessez-le-feu qui a été posé également comme condition à Gaza. Je crois que vous faites bien le parallèle entre le désarmement du Hezbollah et le désarmement réclamé au Hamas, mais alors là qui est encore plus fictif, qui n'a même pas commencé. C'est censé être la phase 2 de l'accord de paix porté et voulu par Donald Trump. Oui, fictif dans la mesure où depuis, par exemple, le cessez-le-feu acté le 20 octobre dernier entre le Hamas et Israël, il y a eu plus de 400 morts palestiniens à Gaza. À la suite de frappes israéliennes ou d'opérations israéliennes. Donc humainement, je dirais, ce cessez-le-feu est tout relatif. Il y a eu près d'une centaine d'enfants ciblés également. C'est une erreur de parler encore de cessez-le-feu en vigueur aujourd'hui. Officiellement, il tient toujours. Et quand on voit le nombre de morts, 400 morts. Non, il existe parce qu'il y a eu une volonté politique d'acter un certain nombre de points d'accord. Donc il ne faut pas nier cet élément-là. Là où on atteint les limites de cet accord, c'est que malgré tout, Israël considère que il y a une liberté d'action sur le territoire palestinien, sur les territoires palestiniens, une liberté d'action qui consiste notamment à recourir à la force, y compris en commettant des crimes internationaux. Alors c'est ça qui est très intéressant. Vous parliez de parallèle. Non seulement effectivement au Liban comme en Palestine, et je dirais même en Syrie, parce qu'il a été dit que la Syrie a été libérée, je dirais partiellement, puisque les forces israéliennes occupent également le territoire syrien désormais. Le point commun, c'est véritablement la liberté que s'est arrogée Israël d'intervenir militairement pratiquement dans toute la région, en toute illégalité et dans une absolue impunité. C'est ça le point commun de cette séquence historique caractérisée par
une hégémonie israélienne au Moyen-Orient qui se traduit par un recours à la force à la fois illégal et qui se traduit aussi par des pertes humaines. Alors pour revenir sur la situation à Gaza, vous avez raison, il y a d'un côté un cessez-le-feu et de l'autre, malgré tout, des morts qui continuent, des morts civiles qui continuent à caractériser la situation sur fond d'une situation humanitaire toujours aussi catastrophique, même si le spectre d'une famine a été dépassé. Je crois qu'on a des images de Gaza qui est en train de subir les fous d'une tempête, en plus des ruines, de la guerre, des bombes. Biron qui a fait 11 morts à Gaza, qui a fait s'envoler ses tentes, qui sont le seul refuge de ces déplacés qui se comptent par centaines de milliers aujourd'hui. Derrière le fait naturel, c'est-à-dire la tempête, c'est-à-dire s'il y a des morts, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens pour cette population civile de se protéger, puisque en dépit de l'accord de cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire est réalisée par l'État israélien. Et donc on a là la perpétuation d'une situation constitutive, encore une fois, de crimes internationaux. Le temps passe, j'aimerais qu'on ne passe pas à la trappe la Cisjordanie occupée, parce que vous parlez de territoire palestinien au sens large, on parle souvent de Gaza, la Cisjordanie occupée, c'est aussi un sujet pour nous, France 24. Et il y a ce nouveau rapport de l'ONU qui dit que la croissance de la colonisation est au plus haut depuis au moins 2017. C'est ce qui est en train de se passer, la colonisation qui grignote du terrain. Je crois qu'il y a encore un colon qui a tué un Palestinien il y a quelques heures. La continuation de la dynamique de colonisation, en fait, elle date de 1967. Avec une accélération quand même. Avec une accélération, vous avez raison, dans la mesure où les autorités israéliennes ont perçu dans l'attaque terroriste du 7 octobre une opportunité en fait historique d'accélérer, d'intensifier un processus de colonisation qui, encore une fois, derrière le mot, il y a en fait des actes criminels qui consistent dans l'assassinat de Palestiniens de Cisjordanie, dans le fait de s'accaparer des terres et des habitations palestiniennes, bref, des violations de droits humains élémentaires, le tout sur fond d'impunité à la fois internationale, il y a un silence diplomatique saisissant, mais aussi, je dirais, de manière tout aussi significative, une impunité du point de vue de l'État israélien qui se revendique comme un État de droit démocratique et qui, là, à travers l'impunité dont se prévalent à la fois les colons et les soldats israéliens qui ont commis ou qui commettent régulièrement des actes criminels en Cisjordanie, cette impunité-là sape le label démocratique, le label d'État de droit que revendique Israël. Et voilà, y compris à l'égard aussi de représentants étrangers. Il y a 6 députés canadiens qui venaient de Jordanie, qui ont voulu entrer en Cisjordanie occupée ces dernières heures, et qui se sont vu refuser l'accès par l'autorité israélienne au titre qu'ils représentaient une entité terroriste. Ça s'est déjà passé par le passé, produit par le passé à l'égard de députés européens ou français. Tout à fait. Il n'y a pas véritablement d'éléments nouveaux. Il y a juste une intensification de ce type de comportement et qui a vocation à se perpétuer dans la mesure où il n'y a aucune sanction à l'endroit d'Israël eu égard à ces actes. Et tant qu'il y aura une impunité de cette nature, on ne voit pas vraiment pourquoi Israël changerait de comportement. Tout cela maintenant est su, y compris, et aucun acteur politique, voire public, je pense y compris les journalistes qui ont pu constater à la fois qu'ils ne peuvent toujours pas accéder à Gaza sur décision israélienne. Il y a des requêtes quand même qui sont formulées régulièrement par les médias internationaux. Ça a été le cas de France 24 récemment. Vous avez raison. Aussi. Vous avez raison. Qui essayent d'œuvrer en ce sens. Oui, mais ce sont des situations quand même sans précédent. Entre les 200 journalistes palestiniens tués, l'interdiction d'accéder à Gaza, etc., etc., et de l'autre, des situations également à l'endroit de diplomates occidentaux, y compris des représentants de l'État français, soit en Israël, soit en territoire palestinien, qui ont été malmenés par des autorités ou des représentants des autorités israéliennes. Le tout sans sanction, sans réaction notable. Écoutez, franchement, lorsque vous êtes une puissance comme Israël, je peux comprendre qu'il n'y ait aucune raison de changer de comportement.
Il n'y a pas de sanctions. Donc Merci il n'y a aucune beaucoup. raison de changement. Merci Benny Nabi d'avoir été à nos côtés. On entend votre consternation aussi, que vous êtes un peu désœuvré face à tout cela, et face à cette absence de sanctions et de condamnations. C'est vrai que le sujet a peut-être été relégué après d'autres dossiers ces derniers temps. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour. On va évidemment